Bonjour, donc je vais vous parler donc du travail sur la prise en charge des lombalgies chroniques dans un programme de réhabilitation multidisciplinaire et biopsychosociale. C'est une revue systématique avec une méta-analyse. Donc pour planter un tout petit peu le contexte, je vais rappeler que la lombalgie chronique, c'est arbitrairement défini comme une douleur du dos, du bas du dos, depuis plus de 12 semaines. La question est importante parce que en termes de fréquence de consultation, que ce soit en France ou ailleurs, c'est très présent, quelque chose qu'on est amené à voir dans toutes les semaines de consultation. Et c'est surtout une atteinte très importante en termes de réduction de l'espérance de vie sans incapacité. Alors ça, il y a une étude hors France qui avait été faite à ce sujet-là, qui montrait que c'était la première cause de réduction de l'espérance de vie sans incapacité chez le travailleur salarié. Plus près de nous en France, c'est l'estimation qui est faite par l'INRS, c'est à peu près 8 millions de journées de travail qui sont perdues sur un an. Et que à peu près les 2/3 des salariés, sur leurs derniers travaux qui étaient de 2010, disent « j'ai mal au dos ». Et que c'est le principal facteur d'arrêt de travail et d'après de mise en maladie longue durée, c'est les lombalgies chroniques. Donc l'objectif, c'est de mesurer l'effet à long terme des programmes de réhabilitation multidisciplinaires biopsychosociaux des patients atteints de lombalgie chronique. C'est l'objectif de leur revue. Donc ils ont fait une mise à jour de revue systématique. En fait, c'était la suite d'une revue qui avait été faite en 1998. Donc c'est la collaboration Cochrane qui l'a faite. Là, l'équipe a donc repris le travail depuis 1998 jusqu'à 2014, le moment de la fin de leur inclusion. Ils ont fait une méta-analyse sur les données qu'ils avaient. Les critères pour la méta-analyse étaient centrés sur les patients. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont choisi 3 éléments de critères importants, qui étaient la douleur, une échelle de douleur standardisée, le fait de reprendre le travail, le temps à la reprise au travail, et l'incapacité fonctionnelle sur une échelle dont j'ai encore mangé le nom, qui est l'échelle d'incapacité fonctionnelle de l'évaluation de la lombalgie. Je crois que ça se traduit comme ça en français. Les modèles biopsychosociaux, le modèle multidisciplinaire, c'est quoi? La définition qui a été utilisée, c'était de dire que ça va au moins être une combinaison de 2 professionnels qui sont dans des métiers différents pour traiter au moins 2 parmi 3 aspects, biologiques, psychologiques ou social. Donc il va y avoir soit un médecin, soit un kiné ou l'équivalent d'un kiné en termes de prise en charge médicale ou biologique. Et après, au moins un suivi psychologique ou un suivi par un assistant social, par exemple. Les résultats, je me suis centré sur le résultat du travail en termes de méta-analyse. Ils avaient donc 6186 articles au départ, il n'y en a que 31 qui ont survécu au processus d'évaluation. Ils ont repris les 11 articles de la revue précédente, donc au final on avait, je suis très mauvais en maths, 42 d'articles, et ça composait un pool pour faire l'analyse de 6858 patients. L'effet sur les données qu'ils ont évaluées étaient faibles, mais il y avait sur une échelle arbitraire de douleur de 10 points, parce qu'ils ont fait des équivalences de combinaisons, sous certains articles, il y avait des échelles de douleur sur 100, certains sur 10, certains sur 15, donc ils ont rassemblé ça pour avoir une expression sur la douleur à 12 mois du travail sur 10 points, et la réduction de la douleur était de 0,5 à 1,15 points sur 10. La modification de l'incapacité sur l'échelle précédente dont je vous ai parlé sur l'incapacité fonctionnelle, qui est une échelle qui est effectivement centrée sur des difficultés de vie courante et de capacité à faire en vie courante, donc c'est plutôt un bon choix d'objectif, montrait elle aussi une réduction qui est là aussi modeste de 1 à 4 à 2,5 points sur une échelle qui est au total à 24 points. La reprise du travail, en revanche, il n'y avait pas d'amélioration ou de bénéfice à la reprise du travail, statistiquement en tout cas. De manière pratique, j'ai essayé de faire au plus court, la principale limitation de ce travail pour nous, c'est bien sûr que, comme d'habitude, il y a plein d'études. Vous avez vu, il y a plus de 6000 documents, ils en gardent quelques-uns. Donc il y a très peu d'études de bonne qualité. Eux-mêmes ont évalué la qualité en respectant les critères de la collaboration Cochrane. Et ils avaient à peu près 34% de leurs articles qui avaient au moins 6 critères de qualité respectables. Donc forcément, ça reste des données de niveau assez modeste. Mais le bénéfice, il est faible, il est persistant. Et dans les données de la littérature, d'autres revues ou d'autres articles sur les lombalgies, c'est toujours présent. Le fait de dire que prendre en charge plus que l'aspect médical de la personne, mais vraiment sa situation sociale ou psychologique, est importante et donne un certain bénéfice. Il y a 2-3 éléments sur lesquels je voulais attirer votre attention. Un élément particulier sur les patients en échec initial, il y avait quand ils sous-analysaient leurs résultats, en particulier un bénéfice un peu augmenté pour le groupe des gens qui étaient considérés en échec initial.
Parce que d'abord, ils prenaient toute lombalgie chronique et ils ont identifié dans les résultats qu'ils avaient une partie de gens qui étaient considérés en échec initial, qui avaient déjà eu un premier traitement et qui revenaient pour un nouveau traitement, toujours dans le suivi de la lombalgie chronique. L'autre élément que je voulais indiquer, c'est qu'ils ont évalué l'intensité du traitement, c'est-à-dire que les procédures qui étaient prises en compte dans leurs études pouvaient être très très longues. Il y avait des programmes où il y avait plus de 100 heures de prise en charge. Ça s'est échelonné sur des semaines, enfin c'était des choses immenses. L'intensité de la prise en charge n'était pas corrélée à l'efficacité. Donc ça, c'est un truc très intéressant pour nous. Après, sur le plan français, il y a toujours le débat de dire est-ce que c'est aussi bien applicable, parce qu'il n'y a pas de données très françaises dans ces revues-là. Et l'approche des modèles multidisciplinaires qu'ils ont pris là sous-entendait que le médecin ne s'intéressait qu'à la gestion de la douleur spécifiquement. Le type de consultation, notamment pour les données importantes qui étaient anglaises, c'est un temps de consultation qui est plus restreint. Donc est-ce que le côté support psychologique qu'on peut apporter quand on décide de faire un soutien à quelqu'un qui a une lombalgie chronique en France, est-ce que ce serait quelque chose qui est à considérer comme médical ou comme psychosocial, c'est un peu plus difficile à attribuer. Mais le bon côté, c'est de se dire qu'ils sont tous d'accord pour dire que prendre en charge ces différents éléments, c'est utile. Est-ce que ça veut dire que vous devez forcément aller prendre un psychologue ou une assistante sociale ou un assistant social ou avoir quelqu'un d'autre en plus, forcément, c'est pas évident parce que c'est pas parfaitement superposable, mais ça semble être intéressant à utiliser, en particulier pour des gens qui n'ont pas gagné à la première prise en charge que vous avez faite avec eux. Voilà, merci. 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 Jean-François Huez. Je suis un peu étonné que tu n'aies rien dit du tout sur le facteur psychosocial majeur dans cette situation-là qui concerne le travail. Puisque un des indicateurs choisis était la reprise du travail, j'ai imaginé que ce sont tous ces personnes-là des travailleurs, et l'adaptation, pas que du poste, mais de ce qui se passe au travail, la prise en compte dans le milieu de travail est aussi un facteur extrêmement important. Donc, quand on parle du modèle biopsychosocial, c'est pas psycho et social, c'est aussi, ça intègre énormément de choses, dont le travail. Et puis, juste une autre remarque, la catégorisation des lombalgies avec cette idée de ça évolue depuis 3 mois ne tient pas du tout compte du problème de la récurrence de l'histoire, la vraie histoire pour les patients de leur lombalgie. Et ça, c'est un défaut colossal dans toutes les études qui sont faites et qui commencent à être bien pensées. Tout à fait. Merci pour ces remarques. J'ai essayé de mettre quelque chose de contraint, comme ça on allait pouvoir développer avec vous les différents points. Je suis tout à fait d'accord. La lombalgie commune, c'est pour ça que je l'ai rappelé, que je ne l'ai même pas eu dans ma première diapositive, la définition qui est utilisée pour les lombalgies chroniques est problématique. C'est une énorme boîte dans laquelle on met « vous avez mal au dos depuis longtemps ». Malheureusement, c'est ça. Il n'y a pas un secret. On n'a pas défini les éléments physiopathologiques clairs pour dire c'est ce type-là ce qu'on appelle une lombalgie chronique. Il y a énormément d'éléments d'ordre psychique et sociaux, donc c'est évident qu'on en attend un avantage. Ce qui m'intéressait là de souligner, c'est que quand ils prennent la très grosse loupe, entre guillemets, de dire peu importe la manière dont ils ont pris en charge l'aspect psychologique ou social, il y a un bénéfice qui est faible. Ça veut dire que c'est très intéressant. Maintenant, oui, ce travail-là ne dédouane pas d'aller chercher dans le détail quels sont les éléments psychiques ou sociaux importants et surtout le caractère de suivi de continuité. Mais par rapport au suivi en continuité, c'est à prendre en compte qu'il va avoir mal, puis moins mal, puis à nouveau mal, et qu'il y a un va-et-vient autour de ce symptôme ou de cette présentation douloureuse. L'intensité de la prise en charge, ce n'était pas le facteur important. C'était le fait de prendre en charge des éléments différents de simplement l'aspect médical. Et ça, c'était le point qui me paraissait très intéressant, parce que ça veut dire, il y a plein de choses, on peut rentrer dans le détail des données qu'ils ont faites, mais il y avait des choses où c'était la question de voir effectivement l'ergonomie du travail, il y avait des choses où c'était prendre le temps à la personne de se raconter, d'avoir un temps de suivi psychothérapeutique pour se raconter. Donc il y a plein de choses disparates. De fait, c'est une galaxie, la lombalgie chronique, donc forcément, ça nous donne de grosses difficultés pour savoir quelle est la bonne technique. C'est là où on revient, quelque chose de très pragmatique et très pratique qui est penser à votre patient et intéressez-vous plus qu'à sa douleur, à pourquoi il dit qu'il a mal. Ouais, je pense que c'est un message qui est très important. Donc merci pour votre remarque. C'est un peu de la médecine générale. Hein, enfin, ouais, c'est ça. Une dernière question et puis voilà, on va vous laisser faire Frédéric Urbain, UVSQ. Donc il se trouve que je fais une consultation en douleur chronique, donc je confirme que ça correspond à ce qu'on observe aussi en France.
Est-ce que tu as vu passer des études en prévention? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tenté de faire des interventions pluridisciplinaires chez des patients à risque de développer, ayant une lombalgie aiguë et à risque de développer une lombalgie chronique? Alors, le problème, il y a des études sur le sujet, il y a peu de données d'efficacité parce qu'on a toujours le problème de l'inclusion de ces gens. Parce que c'est difficile de les faire inclure, en tout cas pour la France. À titre personnel, je dirige un travail de thèse avec 2 autres internes là, qui travaillent sur des interventions de soins qui sont plutôt médicales. Les interventions multiples, comme elles sont classées dans lombalgie chronique, elles sont rarement déclenchées dès le départ dans les travaux. Donc on ne fait pas beaucoup de travaux sur empêcher ça. Il y a des travaux qui sont rapportés par l'INRS de réduire l'exposition au danger, mais là encore on a un gros problème de définition de quels sont les vrais facteurs. On revient à la question précédente, vu que c'est une énorme boîte, l'origine de ce facteur-là n'est pas que purement manutentionnaire, même si c'est la principale catégorie de gens qui ont des problèmes, c'est les gens qui font des travaux manutentionnaires. Hormis, une fois qu'on a fait ça, il y a plein de gens qui ont des douleurs et on n'explique pas forcément par leur terrain, et donc créer un indicateur de fragilité est très difficile parce que c'est très composite. C'est un peu le même problème que pour les inégalités sociales de santé. On a beaucoup de mal à bien définir les éléments de fragilité. On a plein de données très intéressantes, mais la modélisation est très complexe. Donc, okay. Merci beaucoup, Aymeric. Merci encore à tous les intervenants.